Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Cette semaine, c'est une interview et nous accueillons Christian Junot. Bonjour Christian. Bonjour Raphaël. Ravi de vous accueillir derrière le micro de Bulle de Bonheur et oh là 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 là, on va parler d'argent aujourd'hui. Alors un sujet encore trop tabou qui dévoile évidemment une partie de notre intimité. Et avec Christian, nous allons nous interroger et vous interroger sur votre relation à l'argent et à réfléchir également l'impact que ça peut avoir dans votre couple. Alors Christian, je vais d'abord commencer par vous présenter. Vous êtes un expert de la relation à l'argent en francophonie. Vous êtes économiste et ancien banquier suisse, auteur de 3 livres best-sellers, dont un, Ce que l'argent dit de vous, aux éditions Erol, et le défi des 100 jours, cahier d'exercice pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance librement, que vous avez co-créé avec Lilou Massé aux éditions Très Daniel. Alors, vous êtes aujourd'hui expert de la relation à l'argent en francophonie. Vous travaillez autant pour les particuliers que pour les entreprises et les associations professionnelles et vous intervenez régulièrement dans différents médias. Passionné avant tout par l'humain, c'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu et qui des raisons pour lesquelles je vous ai invité. Vous êtes formé à la communication non violente, donc la CNV, au coaching et aux approches systémiques. Vous êtes fondamentalement positif, ça c'est quelque chose qui nous plaît à Bulle de Bonheur, et vous avez la croyance que chacun a des talents, des dons qui ne demandent qu'à être exploités pleinement pour en faire cadeau à tous. Alors c'est une croyance que nous partageons, Christian. C'est pourquoi, en offrant le travail de transformation de sa relation à l'argent, vous êtes particulièrement heureux de soutenir de nombreux êtres humains à oser entreprendre et ainsi à offrir le meilleur d'eux-mêmes. Alors, je vous propose d'aller découvrir toutes les conférences que vous faites, tous les accompagnements que vous proposez sur votre site, c'est junodconseil.com, c'est Juno, J-U-N-O-D, conseil tout accroché.com. C'est juste une petite rectification. Donc, j'ai écrit 4 livres, même 5. Le 5e sort tout prochainement. Le 4e s'appelle Réussir son couple, 40 ans d'expérience. Et puis le 5e sera Et si on parlait cash pour l'argent, pour les adolescents. Je pense que c'est un vrai thème aussi qui sort à la fin de l'été. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors Christian, justement, j'ai envie de vous poser cette première question, c'est comment mieux comprendre son rapport à l'argent? Alors, Bien. donc la question est comment comprendre son rapport à l'argent? Je pense que ça demande déjà de s'observer, parce que les questions d'argent sont un sujet extrêmement tabou. On n'en parle pas. Et le fait qu'on n'en parle pas, c'est comme si c'était un non-thème. Alors que c'est non seulement un vrai thème, mais je prétends même que notre rapport à l'argent influence beaucoup, beaucoup plus notre vie que nous l'imaginons. Et que c'est une des raisons pour laquelle ça vaut la peine de se pencher dessus. Donc, apprendre à s'observer. Et il y a tellement, tellement de situations dans lesquelles nous sommes, l'argent est présent quelque part. Chaque fois que je vais faire des courses, je vais faire du shopping, des courses, que ce soit alimentaires, que ce soit des habits, que ce soit un appareil, comment je vais me positionner, qu'est-ce que je vais choisir, le prix le plus bas, la qualité, est-ce que j'arrive à me faire plaisir, comme il y a tellement de personnes qui ont de la difficulté à se faire plaisir avec leur argent et qui peuvent être très généreux avec les autres. Quand je vais au restaurant, comment je choisis mes plats, quelle est la place du prix dans mes choix par rapport à mon plaisir, à ce qui me ferait du bien, etc. Mais également, il s'agit que de parler d'argent, que ce soit dans le couple, soit avec ses enfants, dans les successions, mais également parler d'argent, ça peut parler de oser se valoriser, demander un salaire juste, une augmentation de salaire, aussi valoriser ses prix quand on est indépendant, on doit fixer ses prix soi-même. Voilà juste déjà un certain nombre d'exemples, mais il y en a encore bien plus que ça, où l'argent est présent d'une part et ça parle de notre rapport à l'argent. Parce que moi, je vois des personnes qui ont tendance à bien économiser leur argent, à vouloir à ne pas dépenser, ce que j'appelle les écureuils, autrement dit, qui veulent faire des noisettes, avoir des noisettes en réserve, et qui ont tendance, voilà, à être vigilants, souvent avec une forme de peur derrière, et qui moi d'avoir des réserves, parce que si j'ai pas de réserve, ça me désécurise trop, ou ça génère trop de stress. Donc ça, c'est les écureuils, effectivement, mais qui ont un peu plus de difficulté à se faire plaisir pour une partie d'entre eux. Puis il y a ceux, par contre, qui dépensent l'argent dès que l'argent arrive, c'est plus fort que soi. Donc ça parle aussi de notre rapport à l'argent. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas peut-être à gérer mes frustrations et à garder mon argent, à faire des choix à partir d'un endroit tranquille
plutôt qu'une forme d'impulsion ou de compulsion parfois aussi, mais aussi ceux qui sont dans les dettes, voire dans le surendettement, qui me disent c'est dingue, je n'arrive jamais à économiser de l'argent. Dès que j'ai un peu d'argent, il m'arrive un coup dur. Il y a des choses comme ça où je fais des mauvais choix, des investissements, je prête l'argent à des personnes qui je devrais pas prêter. Donc tout ça parle de notre rapport à l'argent. Donc on voit que c'est très vaste. Donc plus on apprendra à s'observer, plus on comprendra un peu son rapport à l'argent. Mais c'est pas si simple que ça. Moi, il m'a fallu des dizaines d'années pour me rendre compte que j'avais peur de manquer depuis des dizaines d'années et que c'était la source de la plupart de mes comportements de ma vie avec l'argent, qui avait une incidence pour moi, mais également pour mon épouse et mes enfants. Et je n'étais absolument pas conscient de ça, alors que tous les signes étaient là. Mmh mh. Et puis, vous pouvez avoir aussi des personnes, à contrario, qui pour eux, l'argent est une forme de fuite aussi. Un grand stress dans le travail, un grand stress dans sa vie affective et hop là, je dépense pour essayer comme de combler un espèce de vide. Oui, absolument. C'est ce que j'appelle parfois, je dis notre société de consommation est devenue une société de compensation. Et effectivement, c'est des retours que j'ai souvent de la part des personnes que j'ai accompagnées qui me disent, tant que je faisais un métier que je n'aimais pas, j'avais tendance à dépenser beaucoup d'argent comme pour chercher une compensation à mon mal-être. Et depuis que j'ai une activité que j'aime, je dépense beaucoup moins parce que je suis nourri déjà par mon activité sans chercher à chercher la compensation à l'extérieur parce que l'essentiel est là. Donc, on voit très bien effectivement que l'argent peut être utilisé comme tel aussi. Alors du coup, vous appelez les écureuils, ceux qui gardent leurs petites Oui, noisettes, qui les font fructifier. J'imagine que vous avez d'autres petits animaux qui viennent, oui. Alors, c'est pas des animaux, mais simplement, je trouve que c'est assez parlant. Les repousseurs sont ceux qui ont tendance à avoir, je dirais, à ne pas faire ce qu'il faut pour que l'argent arrive à eux. C'est des gens qui peuvent faire très bien leur métier, mais qui ne facturent pas. On a plus qu'on croit. Si je facture pas, l'argent n'arrive pas, ou je contrôle pas mes entrées d'argent, je ne fais pas de rappel. Ce sont des personnes qui ont peut-être droit à des soutiens financiers, mais qui ne font pas les démarches pour cela, par exemple. Ce sont des personnes qui vont faire peut-être même, qui vont fuir les activités payantes pour faire que du bénévolat. J'ai rien contre le bénévolat, mais je vois que parfois c'est une manière de ne pas avoir affaire à l'argent ou alors qu'ils choisissent inconsciemment des métiers mal payés, comme si, encore une fois, je veux pas être celui qui fera partie du problème en ayant de l'argent ou je ne sais quoi. Donc les repousseurs sont plutôt dans des situations financières compliquées parce que inconsciemment, ils gardent l'argent à distance. On en attire un peu parce que sans argent, c'est compliqué de vivre dans notre société d'aujourd'hui. Et ça, c'est les repousseurs. Et le troisième mouvement qui sont les montagnes russes, comme son nom l'indique, des personnes qui ont des phases de hausse puis des phases où l'argent fout le camp. Simplement, que je dis l'argent fout le camp, c'est pas d'une manière gagnante. C'est pas que celui qui économise et qui utilise son argent fait le tour du monde. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment soit des actes manqués, soit des dépenses compulsives, soit des coups durs qui arrivent, soit des mauvais choix, des gens qui vont vous rouler parce qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes se font rouler pour des questions financières à travers des gérants de fonds malhonnêtes ou toutes sortes d'arnaques qui existent. Enfin, quelle que soit la manière ou des faillites, des maladies, des accidents. Donc, eux ont des phases de hausse et des phases de je rechute, je retombe en bas. Et ça peut arriver 2, 3, 5 fois ou souvent dans une vie, ça dépend des personnes. donc les écureuils, les repoussoirs, les montagnes russes. On a parlé de ceux qui compensaient, en achetant. Encore d'autres typologies de personnes? Alors, non, je dirais principalement ces trois personnes-là, mais simplement, on les différencie dans le sens que inconsciemment, nous projetons tous quelque chose sur l'argent. Certains projettent des choses positives, comme l'argent, c'est la sécurité, l'argent, c'est la liberté, l'argent, c'est l'autonomie, l'indépendance, ou encore c'est le bonheur, c'est le confort de vie, c'est des choses comme ça. Ma réussite, c'est le symbole de ma réussite, ce qui fait que on crée une croyance qui est plus j'aurai d'argent, plus je serai la chose, sécure, libre, autonome, ou j'aurai de la valeur. Et au fond, c'est un leurre, ça ne marche pas du tout. Moi-même, j'ai des argent égale sécurité et malgré des très belles économies, j'étais toujours insécure et il n'y avait jamais un montant qui suffisait. Et même à l'époque où j'étais à la banque, j'ai des clients multimillionnaires qui étaient profondément insécures, comme s'il leur manquait encore de l'argent. Donc, si les millions suffisent pas, on voit bien que c'est pas l'argent le problème, c'est que ça se passe à un autre endroit. Donc ça, c'est les écureuils, typiquement, qui ont au moins une projection positive sur l'argent. Les repousseurs ont au moins une projection négative sur l'argent. L'argent, c'est sale. L'argent, c'est l'injustice. L'argent, c'est source de conflit. L'argent, c'est la cause des problèmes dans le monde. Pour citer quelques exemples. Donc, c'est sûr que j'ai une perception négative de l'argent. Je ne fais pas trop d'efforts pour en attirer à moi puisque je vois ça comme quelque chose de pas bien. Et les montagnes russes, c'est un peu plus complexe parce qu'ils ont et de l'un et de l'autre. Donc, phase de hausse en lien avec le positif et phase où l'argent fout le camp en lien avec le négatif. Donc, l'idée, c'est de pouvoir sortir de ces trois mouvements pour pouvoir être
avoir le juste détachement avec l'argent. Du coup, ça nous amène directement à la question suivante que j'avais envie de vous poser, c'est quand on a une bonne relation à l'argent, et c'est un chemin justement pour mieux s'aimer? Alors, je dirais que ça va pas de soi quand on entend ça, mais c'est vrai que sur mon site, c'est marqué, je crois, de l'argent à l'amour, si je me trompe pas. Et Mmh. parce que ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que quand on travaille son rapport à l'argent, quelque part, ça nous renvoie à des endroits très profonds. Ça nous en renvoie à la valeur qu'on se donne, autrement dit à l'estime de soi. Et là, on voit qu'on est vraiment dans une relation profonde de nous à nous, mais également l'amour de soi. Parce qu'il y a plein de comportements qu'on peut avoir les uns les autres qui montrent pas beaucoup d'amour pour soi-même, à travers peut-être ce qu'on va manger, peut-être à travers le fait de ne pas se faire plaisir, par exemple son argent, mais aussi de toute série de comportements. Et je dirais que dans la manière dont moi j'amène, je dirais, d'amélioration de ce rapport à l'argent, c'est beaucoup sur l'accueil des parties de soi, c'est-à-dire de réunir en soi toutes les parties parce que nous sommes tout et son contraire et qu'il y a plein de parties que nous rejetons à l'extérieur parce qu'on nous a dit que c'était pas bien. C'est pas bien d'être égoïste, c'est pas bien d'être radin, c'est pas bien d'être je ne sais pas quoi. Il y a tellement de choses, malhonnête, etc., voleur, menteur, manipulateur, je ne sais quoi. Il y a des centaines de parts comme ça et qu'au fond, on est sans arrêt dans des conflits intérieurs. C'est je dois me montrer comme ça, il faut surtout pas qu'on me voit comme ça. Je prends l'exemple du généreux. Les gens qui veulent absolument pas qu'on les voit comme radins, qui ont peur de ça, donc ils veulent se montrer généreux, mais très souvent ne sont pas généreux avec le cœur, sont généreux par peur d'être vus pour radins. Parfois, je me sens obligé de payer ou de faire ci ou de faire ça, alors qu'au fond de moi, ça ne dit pas oui. Vous voyez, et la peur du regard des autres nous emprisonne terriblement, c'est ce que je vois. Selon moi, la plus grande prison que nous avons les uns les autres, c'est la peur du regard des autres qui fait que je vais me comporter d'une certaine manière, même si, comme je le décris souvent, radin, c'est quoi? C'est juste fermé. Fermé à l'instant T, je ne suis pas prêt à faire circuler quelque chose parce que je ne sens pas que c'est juste. Et je peux fermer un instant et ouvrir un autre moment. Et la liberté, on l'acquiert quand on est capable de fermer, quand on sent que c'est pas juste de prêter de l'argent ou de donner à certaines situations, et quand on est capable de donner quand on trouve que c'est juste. Mais si on ne s'autorise pas à l'un et à l'autre, on est déjà coincé, on est prisonnier. Donc, vous voyez, en fait, je travaille sur les polarités. Une chose sans contraire, et chaque fois que j'accueille une chose sans contraire, je gagne de la liberté d'action. Et chaque fois que j'accueille une chose sans contraire, je diminue mes conflits intérieurs parce que je suis OK avec l'un et avec l'autre, d'essayer d'être en justesse de situation. Et plus j'accueille de part de moi, plus je me réunifie et plus j'aime l'être que je suis, bah, j'arrête d'être dans des rejets, des peurs, des conflits, etc. Mmh. Ah bah, clairement, c'est largement ce que nous défendons à Bulle de Bonheur et dans les différents podcasts, que je peux faire, c'est exactement ça. Plus on est en lien avec soi-même et plus on est heureux, ça c'est clair. Ça c'est clair et l'argent effectivement, en fait également partie. Ça m'évoque, enfin un sujet un peu favori que j'ai, c'est dans la relation, dans le couple. Parce que imaginons qu'on est dans le couple un écureuil et un repoussoir qui vivent ensemble, comment ça se passe? Mal. Alors, oui, effectivement, c'est un sujet très sensible. C'est une des causes, non seulement des causes numéro une des divorces, mais d'après une étude américaine, c'est le sujet où les querelles sont les plus violentes, où on se dit les choses les plus crues. Donc, c'est vraiment un thème. Et pourquoi ça? C'est parce que, encore une fois, le thème de l'argent nous renvoie à des peurs tellement profondes. Beaucoup pensent qu'il y a une question de vie ou de mort sur le fait d'avoir de l'argent ou pas, leur peur de finir sous des ponts. Alors, les peurs sont tellement fortes que si l'autre se comporte pas de la manière que j'aimerais, ces peurs fait que je vais avoir peut-être des réactions disproportionnées parce que je suis dans un émotionnel, je dirais, tellement intense que je n'arrive pas à contrôler à ce moment-là. Mais Mmh. c'est vrai que souvent, pas toujours, hein, heureusement, mais on peut avoir des fois deux mêmes comportements. Alors, deux écureuils, ça veut dire que parfois, ça va être dans des vies très restreintes, on va beaucoup calculer, compter et pas beaucoup se faire plaisir. Il y a des écureuils qui arrivent à se faire plaisir tout en étant quand même vigilants et économisés. Donc, c'est un peu notre cas, je dirais, on était assez là-dedans. Mais j'ai quand même en sachant se faire plaisir, en tout cas, moi, un peu moins. Après, si c'est deux repousseurs, c'est des gens, là, on va avoir effectivement beaucoup de difficultés avec l'argent. On va courir après l'argent, on va être de la galère financière sans arrêt à devoir boucler les fins de mois comme on peut. Là, ça va être compliqué, effectivement. Mais bien souvent, il y a de l'un et de l'autre. Il y a de l'un et de l'autre, et il y en a un qui se dit, il faut économiser, on ne sait jamais ce qui va se passer un jour plus tard. Hein, donc, quelque part, la prévoyance, mais à partir d'un endroit de peur. Et puis l'autre qui va dire,
il faut profiter de la vie, on sait jamais pour combien de temps on en a. Donc, on va pas commencer à économiser pour peut-être ne jamais en profiter. Donc, voilà, la vie, c'est maintenant, quelque part. Mhm. Et, je veux dire, ni l'un ni l'autre a vraiment raison, peut-être ou les deux ont raison, ça dépend. Mais simplement, c'est deux conceptions de la vie différentes. Et simplement, elles ne se rencontrent pas parce que là où l'un veut profiter de la vie, l'autre veut économiser. Effectivement, ce qui se passe, et je le vois souvent dans le couple, et j'aurais été la même chose parce que moi j'avais plus de peur que mon épouse, c'est qu'on pense toujours que le problème est chez l'autre. On pense toujours que c'est l'autre qui se comporte mal. Moi-même, pour moi, j'avais tellement peur de manquer que quelqu'un a très peur de manquer, l'autre dépense toujours trop. Ça, c'est une constante, si on veut. Ah bah c'est clair, c'est ce que je dis beaucoup dans les couples que j'accompagne ou les conférences que je peux faire. Pour moi, c'est un des sujets insolubles dans le couple. Et de ce fait-là, il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation à avoir de l'autre différent. Et que si on ne fait pas ce travail d'acceptation, finalement, on s'extrémise dans ce qu'on est. Oui. C'est-à-dire, plus on voit l'autre dépenser, plus on devient économe, et plus je suis économe, et plus l'autre a envie de dépenser. Et du coup, finalement, la situation, elle éloigne, et alors que prendre du bon de chacun, savoir avoir quelques petites noisettes de côté, c'est pas si bête, et prendre du plaisir en dépensant et en s'offrant de belles choses, c'est aussi pas si bête. Ouais. Donc c'est vrai que, alors, j'ai pas envie d'utiliser le mot insoluble parce que je crois vraiment qu'on peut faire quelque chose, mais ça veut dire que ça demande, dans l'idéal, je dirais que les deux s'intéressent à leur relation d'argent et apprennent à comprendre parce que au moment où je comprends que, ok, quand toi tu veux absolument des économies, en fait, c'est de la sécurité que tu veux. C'est pour ça que tu veux, parce qu'en fait, c'est pas de l'argent qu'on veut, c'est ce que représente l'argent. Tu aimerais de la sécurité à travers l'argent, alors que moi, au fond, peut-être, à travers l'argent, c'est le plaisir, ou je sais pas, c'est autre chose. Donc, l'argent, c'est source de plaisir, ou ça peut être autre chose, ça dépend. Mais simplement, on commence à changer le regard. Et c'est vrai que dans mon livre, Ce que l'argent dit de vous, je propose tout un travail qui s'appelle Mon histoire avec l'argent, qui est mon histoire de ma conception à moi-même, mais également l'histoire de la généalogie. Et quand je fais ce travail-là et que les gens, d'un coup, le partagent, dans un couple, partagent entre eux, et comprennent de quel endroit ils viennent, chacun de quelle histoire ils viennent, il y a d'un coup beaucoup plus de compréhension. Et je dis, ah ouais, avec le vécu que tu as, je peux comprendre que tu t'accroches à ton argent, ou je peux comprendre que tu as envie de tout dépenser quand tu as un papa ou un proche qui est décédé tôt et tu te dis, bah, la vie, on sait pas le temps que ça va durer. Donc, on commence à comprendre ce qu'il y a derrière ces comportements. Et il y a déjà le fait qu'il y ait déjà un début de compréhension, on sort déjà du rejet du comportement de l'autre et vraiment de pouvoir voir, OK, chacun, ça a du sens qu'on se comporte comme ça par rapport à notre histoire et comment on peut trouver une solution à partir de là. Effectivement, et là, on doit être capable de mettre du et c'est de trouver une solution qui sera peut-être pas parfaite pour chacun, mais qui sera en tout cas déjà meilleure, où chacun peut s'y retrouver suffisamment pour que le sujet devienne, si possible, un non-sujet, en tout cas un sujet moins sensible. Un sujet moins sensible et qui soit pas source de disputes permanentes Absolument. dans le couple, hein, parce que effectivement, reprocher à l'autre d'être radin ou trop dépensier, c'est effectivement pas ça qui fait avancer les choses. J'aime bien votre question quand vous dites que représente l'argent pour moi, que tous les auditeurs qu'ils se le disent, qu'est-ce que ça représente pour vous et faire les liens avec l'histoire, avec son histoire personnelle. J'imagine que avoir eu des parents plutôt économes ou très dépensiers où il y a beaucoup manqué à la maison va influer inévitablement son rapport à l'argent quand on sera à l'âge adulte. Oui, c'est que parfois on va faire la même chose ou l'opposé par Absolument. rejet, parce que quand on a eu des parents qui étaient très frileux sur la dépense, peut-être un enfant avec eu beaucoup de frustration, et que peut-être lui, ça va être l'inverse. C'est dire, ah non, moi jamais de la vie, je veux vivre ça, je veux au contraire, alors je vais, mais simplement c'est pas gagnant parce que c'est plus une forme de rébellion par rapport au comportement des parents, ça part pas d'un endroit apaisé. Et effectivement, que parfois, qu'il y a des situations financières qui ont été compliquées, et la personne dira jamais je veux vivre ça ou je veux faire vivre ça à mes enfants. Et elle va être très peureuse, très frileuse, très économe. Et voilà aussi, plutôt aussi par réaction de ce qu'elle a vécu. Donc, encore une fois, le problème n'est pas le comportement, le problème est la rigidité face au comportement. C'est comment Absolument. est-ce qu'on est capable de se faire plaisir, que on sent que c'est juste, c'est bon de se faire plaisir, et comment on est capable de peut-être pouvoir gérer ses frustrations, de ne pas pouvoir faire ses plaisirs tout de suite, ou que c'est peut-être pas juste à l'instant de le faire. Et là, on gagne effectivement en liberté, je dirais, dans des comportements qui semblent un peu plus adéquats par rapport à notre situation financière. Tout à fait. Donc c'est véritablement, bah, comme toujours, mettre de la souplesse dans la relation, comme de la souplesse vis-à-vis de soi-même et de pas être rigide. Absolument. Allez, je change de regard.
Et donc, ma première question, Christian, ça serait de vous demander qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre quotidien? Moi, ce qui me rend heureux de mon quotidien, ben déjà, c'est de pouvoir m'émerveiller devant la beauté de la vie. J'ai la chance d'habiter au pied des montagnes. Alors, les montagnes, je les vois pas tous les jours. Elles sont hautes au-dessus de moi, mais je les vois pas tous les jours suivant le temps, la météo. Mais je suis admiratif. Là, depuis qu'on a commencé l'interview, il y a un magnifique rapace qui doit être un Milan Royal qui se balade et je le vois passer. Et là, je peux passer un temps à observer ça et vraiment m'émerveiller devant cette beauté de cet oiseau qui plane comme ça. Donc, je trouve qu'il y a plein d'occasions, en tout cas, de s'émerveiller dans ces choses-là, En tout cas, moi, j'ai vraiment appris de plus en plus à m'émerveiller. Je donne souvent l'exemple, j'habite un endroit, ça fait 35 ans que j'ai les mêmes montagnes devant moi, et plus le temps passe, plus je m'émerveille. Donc, comme quoi, on peut aussi se lasser, et au contraire, on peut s'ouvrir toujours plus à cette majestuosité, à cette beauté, à cette grandeur. Enfin, on pourrait être au bord de la mer, c'est peut-être pas les mêmes mots qu'on utiliserait, mais on vivrait la même chose aussi. Et voilà, c'est vraiment ça, moi, qui m'amène toutes ces petites touches de bonheur tout au long de la journée. Ouais, mais il est clair que l'émerveillement est une des clés du bonheur. Notre deuxième question, Christian, une valeur humaine qui vous rend heureux? C'est l'authenticité. Moi, j'adore les partages authentiques entre êtres humains. Je viens de passer 3 jours en montagne avec 2 amis chers où on peut tous dire et on est tellement nourris les uns et les autres, on se sent sortir d'une plénitude. Et je trouve que ces moments-là ont une valeur infinie. On n'arrive pas à chiffrer une valeur pareille. De pouvoir s'ouvrir, voilà, vulnérabilité, authenticité, parce qu'on est dans la confiance. Quand on accueille les gens avec cette authenticité, il y a une forme de souplesse aussi, hein. Je t'accueille de manière inconditionnelle, ce que tu es, là où tu en es, là, maintenant, aujourd'hui, dans l'instant présent. Et du coup, il y a quelque chose de très beau, je trouve, et puis qui amène de la souplesse, de l'accueil, de la bienveillance. Donc, c'est très beau ces relations authentiques. Oui, parce qu'au fond, derrière ça, il n'y a pas l'idée de vouloir changer l'autre. On peut Mm, peut-être partager, tiens, mais c'est intéressant, moi j'ai peut-être un point de vue différent, voilà comment je vois les choses, mais il mm, n'y a pas l'idée de, voilà, c'est juste, c'est pas juste, etc. Donc il y a une forme de curiosité derrière aussi, là, derrière la rencontre de l'autre aussi, d'essayer de le comprendre au plus près. Et encore une fois, dès qu'on commence à entendre les uns et les autres avec leur histoire, d'un coup, on dit, ah oui, je comprends mieux peut-être ce comportement qui me surprenait, mais je comprends mieux avec de là d'où vient la personne. Alors, à quel point il y a une forme de logique et de cohérence de pouvoir plutôt ce comportement-là pour l'instant, parce que c'est jamais figé, heureusement. Et mm. c'est vrai que ça, j'arrive pas à me lasser, je dirais, non seulement de la qualité des rencontres, mais et en même temps, j'ai envie de dire, c'est de moins en moins supportable d'avoir des relations où il n'y a pas cette qualité de profondeur et de partage, parce que je m'ennuie très vite quand on a la chance. Moi, j'ai la chance de vivre ça avec pas mal de monde quand même. À un moment donné, on y prend goût et on n'a plus envie d'autre chose. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, vous en parliez tout à l'heure au début de l'interview, il y a aussi cette liberté de ne pas être enfermé derrière la peur du regard de l'autre Oui. aussi. Autrement, effectivement, on va porter des masques juste pour correspondre à ce qu'on pense, ce qu'on imagine, parce que c'est ce qu'on imagine que les autres attendent de nous, et on n'est plus soi-même. D'ailleurs, le titre de mon deuxième livre s'appelle Enfin libre d'être soi-même. Ça parle vraiment de ça, d'accueillir ses ombres et de lâcher ses masques pour pouvoir être toujours plus soi-même. Et le soi-même, on peut aussi écrire M''AIME d'ailleurs. Absolument. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est plus on est détaché du regard des autres, et détaché, ça veut pas dire je m'en fous de l'autre, ça veut dire je me libère de la peur du regard de l'autre. Je crois que globalement, plus on est libre dans sa vie d'être qui on est, ça plaira pas, ça appartient à chacun. Je ne suis pas là pour plaire aux autres, je suis là pour vivre ma vie et en essayant d'être le plus aligné, le plus juste avec ce que je sens, avec la conscience qui est la mienne aujourd'hui, ce que je sens au plus profond de moi, dans une forme de justesse. Je mets des guillemets sur le mot justesse, évidemment, parce que c'est difficile de mettre c'est déjà surtout du ressenti la plupart du temps. Ouais, tout à fait, tout à fait. Comme je partage votre point de vue, l'authenticité est une de mes valeurs préférées. Notre troisième question, un événement qui vous a rendu particulièrement heureux? Alors, j'ai envie de partager 2 choses, mais la première, elle peut paraître toute bête, mais j'ai 3 enfants et plusieurs fois, ils sont adultes tous les 3, et déjà adultes, jeunes adultes, je les ai vus partir, faire des longs week-ends ensemble, je les vois taper le soir, aller partir au restaurant les 3 ensemble. Ils sont très différents et ils ont envie de passer du temps ensemble, et ça me fait tellement chaud au cœur qu'ils aient envie de passer ce temps sans nous.
que je trouve ça merveilleux. Moi, je trouve ça merveilleux de sentir ce soutien réciproque et que malgré leurs différences, qu'ils aiment être ensemble. Mais je pense que ça parle aussi de mon histoire aussi. Enfin, j'ai pas vécu la même chose aussi. Et en même temps, je trouve que j'aime qu'ils aient un lien entre eux au-delà, sans que ça passe par les parents, en quelque sorte. Mmh. Et en même temps, je vais partager ça. Ça va aussi sur la question de la famille. C'est que l'année de nos 60 ans, avec mon épouse, on a dit, bah tiens, si vous êtes d'accord, on va louer une belle maison et on va vous inviter tous, nos enfants, beaux-fils, belles-filles, nos deux petites filles et deux beaux enfants également. Et puis on va vous inviter, on passe une semaine ensemble et on a fait les repas ensemble, etc. On a une piscine, on a passé un moment, voilà, c'était un peu le test, hein, d'être tous ensemble une semaine complète. Et on a passé un moment, 2 mois de mon regard merveilleux. Et nos enfants nous ont dit, vous n'allez quand même pas entendre vos 70 ans pour refaire ça. Donc, ce qui nous a fait très plaisir, la dernière chose que j'ai envie, c'est d'imposer quoi que ce soit à mes enfants. J'ai envie que s'ils viennent, c'est qu'ils ont le cœur ouvert et l'envie de venir et pas qu'ils se sentent obligés de venir. Donc, on a décidé de faire ça tous les 2 ans. Donc, on a refait ça il y a 2 ans. On va refaire ça dans 2, 3 semaines. Et ça m'amène beaucoup de bonheur de vivre cette smala ensemble avec la fluidité dans laquelle ça se passe. Et voilà, et de sentir qu'il y a tellement d'amour entre nous finalement, y compris que les belles filles, le beau-fils. Il y a vraiment quelque chose qui est là, voilà, et ça me met beaucoup de bonheur. Et c'est amusant que je partage de ça parce que très souvent, quand je partage de choses, je partage plus des choses professionnelles. Je suis un peu, j'ai une envie de contribuer qui est très forte et elle se manifeste beaucoup plus sur le professionnel. Et en même temps, ce côté familial-là est pour moi extrêmement important aussi. Bah, quelque part, on vient rejoindre aussi, l'unité de la personne dont vous parliez tout à l'heure, hein, finalement, entre, la personne professionnelle qu'on est et la personne personnelle que l'on est, on est la même personne. Donc quelque part, être identique dans ces 2 cas-là, il y a quelque chose d'unifié aussi. Donc c'est important. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai d'une part, puis c'est vrai aussi qu'on a la chance, la possibilité d'avoir des discussions authentiques, aussi de beaux échanges entre nous dans le cas de la famille Mmh. aussi, qu'on peut vraiment voilà, s'entendre dans nos différences aussi. Donc c'est vrai que ça, c'est très précieux. Carrément, hyper précieux, hyper précieux. La famille, c'est tellement, magnifique. Notre quatrième question, votre secret pour être heureux? Le secret pour être heureux, je pense que j'ai déjà touché un petit mot, mais je vais utiliser un autre mot maintenant. Pour moi, c'est la gratitude. C'est la gratitude. J'étais très fort dans un esprit de manque pendant longtemps, ce qui était tout à fait logique avec la peur de manquer. J'ai un très fort dans un esprit de manque, de voir tout ce qui n'est pas présent, le fameux verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Justement, d'être cette gratitude de voir toutes ces choses pour lesquelles je peux avoir tellement de reconnaissance, juste déjà d'être en bonne santé, d'être en forme, d'avoir une belle énergie physiquement, je peux aller courir régulièrement. Là, il y a plein de choses dans lesquelles je peux avoir de la gratitude également, mais également au niveau des relations. Il y a pas très longtemps, nous avons eu une inondation importante dans notre maison. Il y a une rupture d'eau au premier étage qui s'est manifestée et vraiment les dégâts étaient comme importants. Et le soir même, je disais à mon épouse, moi j'ai pas un webinaire animé, j'ouvrirais une bonne bouteille pour célébrer l'abondance de soutien qu'on a eu durant cette journée. J'avais une gratitude énorme. Tous les corps de métier qui s'étaient manifestés avec une fluidité, une présence et un professionnalisme incroyable, que plutôt d'être victime en disant, oh là là, tout ce qu'on aura à faire devant nous. Mais j'avais le cœur tellement ouvert de ce profond merci que j'ai envie de dire à la vie, de nous avoir soutenus pareillement dans une forme d'épreuve quand même à vivre. Et vraiment, ce moment-là, et mon épouse était tout à fait dans la même énergie, ce moment-là, je disais, ça montrait quand même un chemin intérieur que nous avions fait, que dans ces moments-là, qu'on pouvait aussi voir les bonnes choses et pas juste être victime d'une situation. Bon, bien évidemment, il y a du travail derrière, ça nous met pas très en joie de devoir tout vider les greniers, faire du tri, etc., et d'avoir des meubles sans dessus dessous. Et en même temps, on peut aussi avoir de la gratitude pour plein de choses quand même, malgré ça. Et cet esprit de gratitude, c'est pas du déni de ce qu'il y a, de voir qu'il y a jamais de problème. Non, effectivement, il y a des moments plus compliqués, des moments où ça se passe pas comme je veux, et ça ne m'empêche pas pour autant que je peux avoir de la gratitude pour plein de choses quand même. Ouais, bah, vous venez rencontrer les travaux de Sonia Lyubomirsky, je ne sais pas si vous les connaissez, sur la perception du bonheur. Et effectivement, les événements de la vie, c'est seulement 10% et il y a 50% d'inné et 40%, c'est la manière dont on perçoit les événements. Ouais, Donc, j'avais lu ça une fois et ça me parle complètement. Et hop, je me lance. la question suivante, c'est quels sont vos 3 synonymes de bonheur? Je dirais joie. Pour moi, la joie est vraiment un de mes baromètres.
Vraiment, si je fais quelque chose qui a pas de joie, j'essaie de remettre en question pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, quel est le sens derrière, et particulièrement au niveau professionnel. Autrement, il y a le mot amour. Pour moi, le mot amour est complètement lié au bonheur. Donc, alors, l'amour se manifeste de plein de manières, mais ça commence déjà de moi à moi. Comment je peux avoir un regard aimable vis-à-vis de moi-même, avoir arrêté de penser que je ne suis pas assez quelque chose, et non pas que je sois parfait du tout, mais juste aimer l'être que je suis. Et je vois que plus je peux vraiment être en amour avec moi-même, plus je le serai facilement avec les autres, et plus la qualité de mes relations sera présente également. Donc j'ai dit joie, j'ai dit amour, et puis je crois le troisième, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est gratitude, quoi. Ça va, pour moi, ça va. Vous êtes complètement dans l'univers des émotions positives. C'était l'émerveillement, la gratitude, la joie, le bonheur. Vous en avez 4 cités sur les 10. C'est merveilleux. C'est merveilleux de tout cet univers. Ça n'a pas toujours été comme ça, hein. C'est pour ça, je crois que je l'apprécie autant. C'est que j'ai pas forcément été comme ça aujourd'hui, mais c'est vrai que peut-être qu'on dit c'est peut-être la question d'âge. On a une forme de sagesse dans une capacité à prendre du recul. Moi, je dis souvent, moi j'adore aller sur tout endroit, que ce soit dans une ville, sur une tour, mais là, au haut de mes montagnes autour de chez moi, et prendre de la hauteur et voir de haut. J'ai toujours aimé ça depuis gamin. Et je crois que c'est peut-être une de mes qualités, c'est la capacité à prendre un peu de hauteur et à voir peut-être les problèmes un peu différemment. Je ne veux pas dire qu'ils n'existent pas, mais c'est peut-être leur accorder un peu moins d'importance dans l'état émotionnel qui fait que je suis pris par l'émotion. Et je trouve que ça aide beaucoup quand même. Vous dites que vous n'avez pas toujours été comme ça. Vous pourriez dire qu'il y a eu un moment de rupture dans votre vie où vous vous êtes dit, non, mais la vie que je vis là aujourd'hui, elle ne me convient plus. J'aspire véritablement à autre chose et à laisser émerger la vraie personne que je suis. Alors, je dirais non, il n'y a pas eu, je dirais, un événement d'un coup qui fait, parce que des fois, c'est vrai que certains peuvent vivre un événement compliqué ou un drame qui fait que d'un coup, on change de regard du jour au lendemain. Alors, j'ai bien eu de décès d'amis proches, un âge qui n'était pas un âge où on décède, ou mon frère également. Mais je peux pas dire qu'il y a eu un jour comme ça une bascule. Je crois que c'est vraiment un chemin qui s'est fait petit à petit. Notre dernière question en 2 minutes. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? J'ai beaucoup aimé les travaux de Tal Ben-Shahar, qui a fait, c'est lui qui a créé la psychologie la chaire du bonheur à Harvard à l'époque. Et ce que j'aime beaucoup dans ses travaux, c'est qu'il montre que ce sont de petites choses qui font une vraie différence dans notre vie. Et puis, je crois que très souvent, on attend de grandes choses pour pouvoir être heureux, croire qu'il faut une maison, qu'il faut un certain montant d'argent, qu'il faut être marié ou pas. Alors qu'on voit qu'il y a tellement de gens en couple, ça se passe pas bien. Il y a tellement de gens qui ont des maisons avec qui c'est de la galère, ou la galère avec les voisins, je ne sais quoi. Donc, on voit bien que tout ça, il y a pas de recette magique. En tout cas, l'extérieur ne pourra jamais nous rendre heureux si à l'intérieur de nous, il n'y a pas quelque chose qui est plus tranquille. Donc, tout ça pour dire que Tal Ben-Shahar, dans différentes choses qu'il propose, et ça va rejoindre un peu ce que je dis tout à l'heure, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'ils avaient proposé à 2 groupes d'étudiants. Un groupe se dit, ben, ils ont fait un test à tous sur leur état de santé, leur motivation, voilà, tout en lien avec ce qu'ils estimaient être leur bonheur dans leur vie actuelle. Et après, une moitié, ils ont dit pendant 3 mois, ben, pour continuer de vivre la vie que vous menez. Et à d'autres, pendant 3 mois, ils ont dit, vous allez, à la fin de la journée, noter 3 gratitudes que vous avez. Et ces 3 gratitudes, il faut qu'il y en ait au moins 2 pour lesquelles vous avez été acteur. Hein, acteur, ah ben tiens, je suis allé courir aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour avoir pris soin de mon corps. Prenons un exemple. J'ai grimpé sur la colline pour aller voir le coucher de soleil. Ah, j'ai fait quelque chose pour m'émerveiller devant le coucher de soleil. Donc, il fallait au moins 2 qu'on soit acteur. Et puis, parce que voilà, je parlais du magnifique Miller Royal tout à l'heure. Voilà, il se présente à moi, je n'ai pas fait quelque chose pour ça. Donc, et ils ont fait ça pendant 3 mois où les gens devaient effectivement noter, avant de s'endormir le soir, ces 3 gratitudes. Et ils ont refait le test 3 mois après, et il y avait des différences très, très sensibles entre le groupe qui n'avait rien changé, le groupe qui avait uniquement mis de l'attention sur du positif en fin de journée avant de s'endormir. Ça se manifestait et en termes de santé, en termes de motivation également, et en termes de perception de bonheur. Et je trouvais ça fascinant qu'un exercice aussi simple que ça puisse faire une telle différence. Et Christophe André, effectivement, qui faisait la préface de ce livre, disait, je crois qu'en France, on croit qu'il faut faire des gros trucs pour que ça ait un impact. Et au fond, non, il est bien possible qu'une série de petites choses peut faire une vraie différence. Donc, voilà, apprenons à voir déjà ce qui est là,
Sortons de, j'appelle moi, la dictature de la normalité. On pense que c'est normal d'avoir un toit, que c'est normal d'avoir 3 repas par jour, c'est normal d'avoir un ordinateur ou un téléphone, c'est normal d'avoir 2 bras, 2 jambes, des yeux, voilà, qui fonctionnent, d'avoir de l'électricité, de l'eau potable à la maison, du gaz, etc. Et au fond, non, ce n'est pas normal. Il y a des milliards de personnes qui n'ont pas tout ça aujourd'hui dans le monde. Donc juste ça, c'est j'appelle la dictature, la normalité. Rien que pour ça, on prend de la gratitude tous les matins en se réveillant, d'avoir ça à disposition, que ça a déjà beaucoup de valeur. C'est vraiment très très juste. J'aime beaucoup ce qu'il fait d'ailleurs, Tal Ben-Shahar. Et, et ce que vous évoquez, il y en a plein d'autres qui ont été faits de tests et d'études là-dessus. Et à chaque fois, c'est sans appel, hein. Véritablement, ceux qui savent nommer, avoir de la gratitude, savourer l'instant présent, apprécier, regarder les petites choses du quotidien. Et à côté de ça, c'est pas si facile, hein, parce que le travaillant avec les personnes que j'accompagne, quand je dis, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous est arrivé de chouette dans votre journée? Mais il y a pas mal de personnes qui me disent, mais non, mais je sais pas, non, mais rien, en fait. Il y a ça qui va pas. Je dis, non, non, mais une journée, c'est ni blanc ni noir. Il y a entre les deux. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont moins bien, mais il y a aussi des choses qui vont bien. Quelles sont-elles? Et au départ, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas si facile. Donc, pour ceux-là, des auditeurs qui ont envie de se lancer, allez-y, démarrez, soyez indulgents avec vous-même, même si au début, c'est pas si facile. C'est pas grave, notez-en simplement un, mais ça vaut le coup et avec de l'entraînement, hein. Le muscle, c'est un cerveau, hein, il a besoin d'entraînement, donc on a cette capacité-là de changer de regard. C'est vrai, et moi j'ai la perception l'impression plutôt que le nombre de merci que je dis sur une journée parle de ça en fait. Et le merci, je peux le dire de moi à moi, juste en voyant, comme disait l'oiseau tout à l'heure, ou autre chose, mais le nombre de fois que je dis merci, ça parle vraiment effectivement de ma capacité à voir tout ça et à le nommer en quelque sorte, et à avoir de la gratitude. Exactement, exactement. Non, non, c'est vraiment. Merci beaucoup pour ce que vous apportez, c'est très très intéressant. Ben, on va arriver à la fin de notre interview. Merci déjà, Christian. On termine toujours, on a cette tradition de terminer notre podcast avec une citation inspirante et qui concerne un petit peu le sujet dont on vient de parler. Alors, j'ai fait quelques recherches et il y en a une qui m'a pas mal parlé, qui est un proverbe chinois et qui dit: l'argent peut acheter une maison, mais pas un foyer. Il peut acheter le lit, mais pas le sommeil. Il peut acheter une horloge, mais pas le temps. Il peut acheter un livre, mais pas la connaissance. Il peut acheter une position, mais pas le respect. Il peut acheter du sexe, mais pas l'amour. Oui, c'est une citation d'ailleurs j'ai trouvé sans citation pour le défi des 100 jours, que j'ai coécrit Toulouse Massé, et effectivement, c'est une des citations qui est dedans. Ah, d'accord. Et voilà, donc dès que je dis proverbe chinois, je savais que c'était celle-ci parce que je l'aime beaucoup. Et au fond, j'aime bien cette citation parce qu'elle différencie l'essentiel de l'important. Et pour moi, l'essentiel, et c'est ce que les personnes qui accompagnent les gens en fin de vie disent au moment où ils font leur bilan, pour ceux qui sont prêts à le faire et tout, ils vont parler de qualité de relation, ils vont parler d'avoir osé se réaliser, ils vont regretter peut-être d'avoir mal bouclé certaines relations, des choses comme ça. Ils ne parlent jamais, jamais d'argent. Ils disent jamais j'aurais dû demander une augmentation de salaire, j'aurais dû économiser plus. Ils ne parlent jamais d'argent. Ils parlent de l'essentiel, et l'essentiel ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas, la qualité des relations ne s'achète pas. La santé ne s'achète pas, même si avec l'argent, on peut peut-être avoir des soins qui sont meilleurs, mais je dirais en termes de prévention, on peut faire la prévention aussi, quel que soit aussi son niveau financier. Et alors que l'important s'achète, d'avoir un bon lit, oui, c'est important, mais comme on dit, si je suis préoccupé et bourré de problèmes, mon bon lit ne m'aidera pas à bien dormir. D'avoir un endroit confortable pour vivre, c'est magnifique. J'ai vu tellement de clients millionnaires profondément malheureux dans une maison avec tout le confort possible, parce qu'ils avaient des problèmes relationnels avec leurs enfants, avec leurs compagnons, etc., ou d'autres choses. Donc, c'est vrai que l'important s'achète, et comme son nom l'indique, c'est important, mais simplement, on va vraiment l'apprécier si ça s'appuie sur quelque chose qui est déjà du bien-être intérieur. Absolument, tout à fait, tout à fait. Mais écoutez, merci beaucoup Christian pour cet échange passionnant autour de l'argent. Merci de tout ce que vous nous avez apporté. Merci Raphaël. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur.
Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.